Caméra. Là, on est sur notre dernier jour du festival parce qu'on vous avait dit on a eu des décalages dans les enregistrements dus à plusieurs problèmes d'ordre vocal. Oui, ça s'est enchaîné. Voilà, puis sans même parler de ta fièvre, Morgane. Ouais, je suis tombé malade hier, mais je pense que c'est ce qu'a eu Julie. C'est le virus du festival de Cannes. Ouais, c'est ça, le Covid cannois. Et du coup, ça fait que hier, on n'a pas pu enregistrer parce que j'étais à l'Arctique de la mort. Non, je rigole, mais j'étais pas très bien. Mais bon, ça m'a quand même permis de voir des films, mais dans des états seconds. Et du coup, là, dernier jour du festival, on est sur la terrasse. Il risque d'avoir un petit peu de bruit en fond, mais je pense que vous nous entendrez bien quand même. Et puis ce serait un peu en mode un épisode de Insider au sein du palais du festival. Oui, c'est ça, parce que pour vous décrire un petit peu ce qu'on voit, pour que vous vous sentiez comme là où nous nous sentons. Donc il fait très beau, il n'y a quasiment pas de nuages à l'horizon. On voit les bateaux, on voit la mer, on voit les bâtiments cannois dont la beauté sera jugée par ceux qui les verront, enfin que vous aimiez ou pas. Enfin bref, en tout cas, voilà, il y a pas mal de gens aussi qui enregistrent sur cette terrasse, Morgane. Il y a des gens qui se filment, il y a des gens qui simplement s'enregistrent au micro, il y a des gens qui font des podcasts comme nous. Sur des tableaux hautes. En tout cas, c'est un très bel espace. Et puis, le brouhaha en fond, moi, je trouve que ça fait, ça fait un petit peu estival. C'est sympa, quoi. Festival, c'est fou. Alors, pour cet épisode, je ne sais plus c'était lequel. D'ailleurs, j'ai perdu le décompte. C'est peut-être le 7 ou 8 de Cannes. Oui. On va parler, dans un premier temps, de Girl on Edge. Alors, j'ai oublié le nom du réalisateur. Peut-être que tu l'as, Julie. Oui, je peux te le donner. C'est Jing Zhao Zhu. Je suis désolée si je le prononce je pense que ça se dit comme ça. Après, peut-être que les bilingues chinois pourront me contredire, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est de mémoire un premier long, film. Ouais. Qui était à la quinzaine des cinéastes qu'on a vu. Moi, j'étais intrigué parce que je me souviens quand Julien Relge a fait c'est le délégué général de la quinzaine, avait fait son annonce. Il avait dit que c'était une espèce de Black Swan dans le milieu du patinage artistique. Et en fait, c'est Black Swan dans le milieu du patinage artistique. Alors, disons que ça y avec ses particularités. Voilà. Ça y ressemble. Girl on Edge ressemble beaucoup à Black Swan. Forcément, ça y fait penser. Après, je vais pas dire que c'est un peu plus que ça parce que Black Swan est quand même... moi, c'est un film que j'aime bien, ça doit être un de mes préférés de Aronofsky. Mais forcément, la comparaison vient de suite à l'idée. Après, il y a quelques différences dedans qu'on va un petit peu expliciter, Morgane. Mais... en tout cas, moi, j'ai plus apprécié Girl on Edge que toi. Le film m'a surpris parce que ça restait dans la forme un thriller. Je m'attendais pas psychologique en fait. Ouais. Voilà, un thriller psychologique. Je m'attendais pas à voir ça dans du cinéma chinois. Alors après, le réalisateur est chinois, mais de ce que j'ai compris, il a fait ses études aux États-Unis à Harvard. Donc, je veux dire, il a pas totalement évolué, grandi en Chine. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Ça explique aussi peut-être, et peut-être que je me trompe, la forme de son cinéma. C'est-à-dire que dans la manière dont c'est fait, c'est marrant parce que sur la forme, je trouve que c'est une forme qui embrasse un peu le cinéma occidental, mais dans ses thématiques, ce sont des thématiques vraiment stricto sensu. Propres à la société chinoise. Voilà, propres à la société chinoise. Et principalement le rapport qu'ont les générations des parents chinois à leurs enfants. Les pressions qu'ils mettent. Voilà, la pression, mais aussi les exigences absolument insurmontables qu'ils peuvent mettre. Magnifique bruit du bateau. C'est excellent. Comment on appelle ça pour un bateau de croisière? Non, mais le bruit, c'est un klaxon de bateau, on dit comment? Oh, tu me poses une colle, Julie. Voilà, si vous savez, dites-nous. Hein. Mais oui, effectivement, le film, c'est sa qualité principale, c'est de faire de Black Swan parce que pour moi, c'est aussi la limite du film. J'ai l'impression qu'il enfonce pas mal de choses qu'on a déjà vues, des portes ouvertes qu'on a déjà vues dans le style. Mais c'est la manière dont il brode en fait tout ça autour de thématiques propres à la société chinoise. Et aussi, on connaît la pression aussi autour des athlètes chinois, comme quoi le sport c'est vraiment un moyen aussi
de représenter la nation chinoise de la meilleure des manières. On sait que c'est très prestigieux, un peu comme aux États-Unis. En France, on est un peu moins, on pousse un peu moins les jeunes à faire du sport, etc. Mais en Chine, c'est le cas, et on le sait, hein, les JO, c'est par exemple un moment important pour la Chine de pouvoir se mettre en avant. Et le film montre bien que c'est du soft power. Ouais, oui, c'est exactement le mot que je cherchais. Merci Julie. Que les athlètes ont besoin de ça pour aussi s'affirmer et s'élever dans la société. C'est ça, c'est que dans le mode d'écriture du film, et c'est logique en même temps, Morgane, c'est que si ce film-là, Girl on Edge, avait été un film, je dis n'importe quoi, en France par exemple, il y aurait eu, je pense, une sorte de révolte contre la famille, mais une révolte vraiment pure et dure, et on aurait tout envoyé valdinguer. Là, comme c'est fait en Chine en fait, c'est que certes on reconnaît les mauvais traitements de la mère qui est aussi la coach de la patineuse dans Girl on Edge. Oui, on n'a pas précisé, c'est vrai que le rapport en fait est à la fois mère mais aussi coach, parce que elle fait la même chose. C'est ça, donc il y a une espèce de, je pense qu'on peut le dire, de conflit d'intérêt à ce niveau, et de mélange. En tout cas, alors conflit d'intérêt c'est peut-être pas le terme, mais je parlerais de mélange des genres. Oui, et, parce qu'en fait la fille a besoin d'une mère, et peut-être même plus d'une mère que d'une coach en fait, c'est ça ce que dit le film. C'est ça, mais en tout cas, en fait, moi, ça fait partie des choses qui m'ont fasciné dans Girl on Edge, c'est que dans le film, en fait, les mauvais traitements infligés donc à la fille qui est patineuse, c'est que elle-même, elle considère que c'est pour se dépasser. C'est-à-dire qu'elle elle le voit un peu comme quelque chose de négatif, mais pas seulement et pas uniquement. C'est qu'au final, c'est quelque chose qui, encore une fois, pour elle, lui permettrait d'atteindre les sommets. Et en fait, elle considère que la faute est sur elle et pas sur sa mère. Et c'est là tout le drame du film, c'est que vraiment... forcément que ce film-là, Girl on Edge, on n'en a pas la même approche avec notre regard occidental que des personnes qui viennent d'Asie ou de Chine plus particulièrement. Et je dis d'autant plus que dans le film, moi je me rappelle la jeune femme assise à ma droite, pendant les 20 dernières minutes, elle a fondu en larmes. Mais quand j'y fondu en larmes, c'est vraiment... C'est pas juste une petite larme qui a coulé sur son visage, c'est le paquet de mouchoirs a été vidé. Parce que forcément, ça touche au cœur ce qui est montré dedans. C'est que... ça a évoqué quelque chose chez elle. Voilà, mais dans les... parce que le film, quand même, nous montre un manque d'affection totale. Il nous montre aussi, quelque part, ce que des parents sont prêts à faire pour que ceux, disons, là où eux, ils ont échoué, leurs enfants prennent le relais. Bon, sachant qu'en plus... c'est sordide. Sachant qu'en plus, elle incombe la faute à sa fille, parce qu'elle dit que je suis tombée enceinte de toi, en gros, et c'est à cause de ça que j'ai pas pu continuer dans le sport. Donc il y a vraiment cette pénibilité de tu n'aurais pas dû exister, mais puisque tu es là, tu vas faire absolument ce que je te dis, et donc le film est dur à ce niveau. Ouais, bien sûr. Après, moi je trouve que la limite du film, comme je le dis, c'est que on passe par les passages obligés du genre, c'est-à-dire l'inconfusion entre ce qui est vrai et faux. Comme on a vu tous Black Swan, on se doute qu'il y a des trucs qui sont faux. Bien sûr, bien sûr. Il y a les séquences dans Club, parce que le personnage est trop rigoureux, raide, et il faut qu'elle se lâche. Il y a des espèces de tentatives horrifiques qui fonctionnent pas très bien, mais bon, après j'ai pas aimé le film, mais je trouve qu'il y avait beaucoup plus honteux cette année à Cannes. Surtout, j'ai l'impression d'invoquer souvent cet argument, mais enfin pour un premier film, moi c'était très bien. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, ça m'a plu. Enfin, c'est sûr que je l'ai un peu plus apprécié que toi, Morgane, je pense. Je reconnais ses faiblesses, mais voilà. Enfin, pour moi, en guise de première production et par rapport à ce que ça dit de la société chinoise, j'ai trouvé ça assez admirable. Voilà, je le pose, je le dis. Voilà, on termine sur ce film-là. On enchaîne avec, je crois, Un simple accident. Tout à fait, de Jafar Panahi, qui était bien présent pour présenter le film. Que mon correcteur sur mon téléphone a écrit Jaguar Panahi. Je remercie pas Apple. Pardon, c'était. Donc Jafar Panahi, vous connaissez peut-être pas parce que c'est un cinéaste iranien qui est très connu en soi, mais qui a moins de prestige peut-être sur la scène internationale qu'Asghar Farhadi. En tout cas, moi je concède, Morgane, que c'est le premier film de lui que je vois. C'est pour ça aussi que je voulais dire que vous connaissez peut-être moins. Il n'y a pas de cinéphile honteux.
c'est un cinéaste quand même qui a une sacrée carrière, qui a eu la Caméra d'Or pour son premier long à Cannes, qui a eu, alors je confonds si c'est l'Ours d'Or ou Lion d'Or pour Taxi-Téhéran, mais c'était très bien, et qui est un cinéaste qui a toujours eu plus que d'autres des galères pour tourner ses films, puisque il fait des films très contestataires et il avait été jeté en prison, on se souvient avant, alors qu'il devait venir faire le jury à Cannes en 2010 et ils avaient laissé la place vacante, ils ne l'avaient pas remplacé dans le jury et du coup il avait fait une grève de la faim et il avait été assigné à résidence, il avait fait un film dessus l'année d'après et ces films sont souvent liés à, parce qu'il est parfois exilé, il doit partir et du coup il fait des films qui embrassent en fait une forme assez expérimentale par moment, et là je trouve que Un Simple Accident c'est son premier film depuis longtemps qui est le plus classique dans le sens où tu le trouves, enfin avec le recul que tu as Morgane, peut-être le plus accessible par rapport aux autres, ou pas forcément accessible mais en tout cas dans sa forme il y a quelque chose d'assez classique, c'est pas du classicisme mais ça reste un film moins marqué par en tout cas des régimes d'image différents, mais aussi par les contraintes qu'il a dû vivre et du coup qui ont été imposées dans le scénario, parce que c'est son précédent film où il joue un réalisateur qui tourne un film à l'extérieur, enfin qui tourne un film qui se déroule en Iran et lui il est à l'extérieur de l'Iran, il peut pas être là. Donc enfin c'est souvent ces films sont souvent marqués par cet état de fait qui lui est imposé, et là j'ai l'impression qu'il a réussi à faire le film qu'il pouvait faire plus tranquillement, on va dire, même si voilà, le film vous verrez ça dure 1h40 et c'est assez efficace, c'est contenu, c'est condensé, c'est bien. Ouais, et c'est surtout filmé la plupart du temps à l'intérieur d'une camionnette. Donc en fait je pense que ça a joué aussi pas mal, et d'ailleurs je trouve que le film est une espèce de faux road movie, parce que bon c'est pas road movie on va dire, il n'y a pas de notion de la route etc, mais quand même c'est plusieurs petits arrêts avec du coup des rencontres avec des personnages qui font avancer le récit, et je pense que ça a aussi été une manière de pouvoir cacher les dispositifs de caméra pour ensuite le ressortir, tourner des scènes, et je pense que ça a dû marquer quand même le film en lui-même, et ce qui fait que le film a cette espèce de côté un peu huis clos quoi. Mais j'ai bien aimé moi. Ouais, non mais moi j'ai désolé, bien j'ai aimé. monopolisé la... Non mais t'as le droit hein, je veux dire arrêt caméra c'est aussi toi. non mais disons que, enfin j'irais pas que j'ai adoré, parce que y a des séquences où j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop, mais moi il y a une chose que j'ai aimé en tout cas chez Jafar Panahi, en tout cas pour ce film là, puisque je le redis je n'ai pas vu les précédents, c'est que je trouve qu'il a juste en termes de technique, je trouve qu'il a une technique et une inventivité extraordinaire, parce que on se doute Morgane, enfin on le comprend que le fait d'avoir fait ce film n'a pas été facile, on se demande comment il a pu faire, comment il est arrivé, dans quel contexte, enfin je veux dire c'est un film politique hein. Non mais c'est ça, ah bah oui, bah il y a carrément des risques qui sont pris par lui dans Un Simple Accident. Mais moi en fait ce que j'ai aimé c'est que je trouve que dans ce qu'il met dans le film, il revient un petit peu à quelque chose qui pour moi fait l'essence du cinéma. C'est grandiloquent mais je vais m'expliquer. C'est qu'il revient à des choses qu'on voyait avant, mais des recettes éprouvées et qui sont d'une efficacité redoutable. C'est par exemple, le film joue pas mal sur le son. C'est que donc dans Un Simple Accident, en gros, on a un groupe qui kidnappe quelqu'un dont on ne sait s'il était un bourreau ou pas du tout. Et s'il se trompe, ouais. Voilà, ou s'il se trompe sur son identité. Et ils avaient les yeux bandés et en fait ils le connaissent par sa voix et surtout par le son qu'il faisait. Et c'est ça avec sa prothèse. C'est là où je voulais en venir, Morgane, c'est que pour, on va dire, simuler, pour créer de l'effroi dans le film, on entend pendant plusieurs secondes le bruit de la jambe qui bouge et de la prothèse, et rien que ça en fait, juste cette écoute là, alors que l'image montre autre chose, on imagine les tortures, on imagine les geôles, on imagine ce que ça peut être d'extorquer des choses à des gens qui n'ont rien fait. En fait, on a tout cet imaginaire là qui n'ont pas été du pouvoir iranien et de l'oppression qu'il fait subir à une partie de la population, et j'ai trouvé ça fascinant. Et il y a la même chose à la toute fin, enfin là, en gros la toute fin, il y a on va dire une séquence qui est fixe où on voit quelqu'un de dos sans trop en dire plus, et de nouveau comme ça on a l'effroi qui revient, et on est saisi par ça, et vraiment je trouve que c'est un mode de fonctionnement qui est un petit peu fait à l'ancienne, et ça me plaît beaucoup. Ouais, et puis
toute la narration du film. Il y a des gens qui parlent à côté de nous, ils s'en fichent. Non, mais c'est incroyable. C'est forcément des Américains. Ça t'étonne? Non, mais bon, je vais parler plus fort. Mais la narration du film elle-même est assez intéressante parce qu'en fait, ça part d'un fait. Ça va, j'ai fait un eye contact. Je pense que. Oui, ils sont partis, ils sont décalés. Voilà. D'un fait assez simple, justement, un simple accident, et ensuite ça déploie toute une histoire, alors qui nous est donnée en fait partiellement, parce qu'au début on comprend pas pourquoi il enlève le type, et en fait après il y a d'autres personnages qui ont aussi été victimes, du coup, qui vont apporter leur version des faits, ce qu'ils ont vécu, et tout ça fait développe un scénario enfin un pitch, je veux dire, de base qui est simple comme tout. Et qui devient un film beaucoup plus complexe, et ça c'est assez brillant pour moi. Je pense que c'est le film qui mériterait le plus le prix du scénario cette année à Cannes. Et ce serait pas étonnant peut-être il aura la palme, celui-là. Alors les gens parlent, parce qu'effectivement il y a un côté très politique. Le film évidemment fait écho, alors c'est jamais mentionné, mais parce qu'en termes de temporalité on ne sait pas trop à quelle époque ils se réfèrent pour les préjudices qu'ils ont subis, mais on suppose que c'était lié aux révoltes qui ont suivi le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran, qui est déjà parce que c'est mentionné un peu rapidement dans avec le film, voile, etc. Voilà. D'autant plus qu'on voit des femmes non voilées dans le film, ce qui n'est pas le cas dans le Saïd Roussaï. On y reviendra au moment d'enregistrer sur ce film-là. Mais voilà, un peu comme le film avec le film de Rassoulov. Et d'ailleurs, il y a des trucs un peu communs. Alors, le Rassoulov était beaucoup plus gros, plus intense, peut-être, parce que plus dense aussi. Il était plus. C'était un film de 3 heures. Là, c'est plus ramassé. Mais les deux films dialoguent un peu, parce qu'il y a quand même ce côté contrainte de devoir filmer dans un seul et même lieu quasiment. Et de devoir trouver vraiment des idées pour arriver à susciter des émotions, à créer du cinéma, et vraiment, je veux dire, pour moi, les contraintes qu'ils ont, et donc là, en l'occurrence, Jafar Panahi, c'était des contraintes, mais dans un domaine qui n'a rien à voir, Morgane, mais pour moi, c'est un peu similaire au Code Hayes aux États-Unis, où il fallait redoubler d'inventivité pour arriver à sortir des choses. Avec danger de mort en plus. Non, mais c'est ça en fait. Voilà. C'est ça. On a fini avec Un simple accident qu'on a donc apprécié. On continue avec. C'est quel film déjà ? Alors, c'est Classe moyenne d'Anthony Cordier. D'Anthony Cordier avec Laurent Lafitte. Alors, gros casting. Gros casting. Pour les fans de comédie, il y a Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzi Bedia, Laure Calamy, Noé Habitat. Et le petit jeune, j'ai oublié son nom. Et en fait, il n'y a que 6 acteurs dans le film. C'est aussi un huis clos. Et c'est un film qui, en fait, refait son Parasite. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si on caricature, c'est Parasite à la française. À la sauce provençale, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que ça se passe dans une maison de vacances de turbo riches. Les gens, ils sont ultra riches. C'est ça. C'est un type qui a un cabinet d'avocats, et il est marié à une actrice qui est un peu dans le creux de la vague et qui essaie de se relancer. Et en fait, ils ont des gardiens en fait qui s'occupent de la maison toute l'année, et qui bossent surtout pendant 3-4 mois quand ils sont dans la maison de vacances, et qui font, en fait, ils les traitent comme des sous-fifres, mais comme des chiens en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment j'irais pas forcément de l'esclavage, mais on n'en est pas loin. Mais en tout cas, alors plusieurs choses. Déjà, moi je trouve que le film, sous ses airs de comédie, Classe moyenne d'Anthony Cordier, parle aussi, selon moi, d'un rapport assez dégueulasse. Je veux dire, là on est chez des riches, mais enfin c'est pas que des riches. Je veux dire des personnes qui emploient d'autres personnes qui font du travail à domicile, Morgane. C'est-à-dire que je trouve qu'en France, et je dis ça parce que c'est aussi des expériences que j'ai entendues, on cherche toujours, les gens en tout cas qui emploient des nounous, des assistantes maternelles, des femmes de ménage, des gardiens, des concierges, enfin peu importe, tout ce que vous voulez. Il y a toujours cette espèce de tentative de négocier, de vouloir payer au noir, de vouloir maltraiter les gens, de vouloir tirer un bout de ficelle ici, un bout là. Enfin, vraiment un truc dégueulasse. Faire des économies. Mais voilà, c'est ça, de faire des économies, et au final, mais de maltraiter les gens en fait. Et le film parle de ça. C'est-à-dire que forcément, c'est cynique, donc on rigole, mais en vrai, on est effaré par le traitement infligé par... le couple Lafitte-Boucher à ses gardiens. Et en fait, ça se fait toujours avec un angle où on dit oui, mais quand même, mais vous avez droit à ça, donc vous n'avez pas à vous plaindre. Et vraiment, ça dit quelque chose, encore une fois. En gros, vous avez la belle vie, quoi. Voilà, du monde du travail en France. Donc là,
concrètement, c'est quoi le fait d'avoir la belle vie? C'est que sous prétexte que ces personnes n'ont besoin que de travailler 3-4 mois à l'année, mais pour le reste, ils doivent être corvéables à merci. Et quand on explique que ça n'est pas censé se passer comme ça, mais ces gens-là sont outrés. Et ben quoi? C'est des petits arrangements, donc vous êtes obligé de tout accepter. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très français pour moi. Oui, puis il y a ce. Le film commence par. Je trouve la scène d'introduction, elle est frappante. C'est l'anniversaire de la fille du couple de gardiens et elle fête ses 21 ans, je crois. Et ils se tapent l'incruste. Et ouais, ils se tapent l'incruste parce qu'ils ont un problème d'évier bouché, ce qui est pas très compliqué en fait à faire. Bien sûr. Et du coup, Ramsey il est obligé d'y aller pour s'occuper des trucs. Et puis en plus, il dit il faut surtout pas faire couler l'eau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font couler l'eau. Voilà. Et après, il lui arrive un truc, je vais pas vous spoiler parce que c'est assez marrant. Oui. Et le film est très bien écrit à ce niveau-là. On se marre beaucoup. Après, je trouve que la fin, les dernières demi-heures, ça rame un peu parce qu'en fait, ça essaye de. Ça vire au pugilat. Ouais. Je pense qu'on peut. Ça finit en guéguerre. Voilà. Mais je sais pas. À la fois c'est un petit peu attendu et à la fois le problème c'est que c'est bizarre à dire, mais c'est peut-être surécrit, c'est-à-dire que c'est disons une guerre de méchanceté, pour reprendre un mot de Xavier Dolan. Ouais. C'est un peu une guerre de méchanceté, mais qui trouve pas sa fin et ouais, enfin moi je m'y attendais un peu, mais bon c'est un peu dommage. Puis il y a un poil trop de cynisme à la fin, c'est un peu genre on voit les deux camps de chacun de leur côté finalement, et je trouve qu'ils se mouillent peut-être pas assez pour un camp plutôt que l'autre. Et je pense que le vrai principe ça aurait été de se mettre du côté des petits gens, et je trouve quand même qu'à la fin c'est en fait. Ouais, c'est un peu renvoyé dos à dos. Enfin, ouais, je sais pas, un petit peu. J'ai pas été convaincu par la fin, quoi. Pas complètement, mais un petit peu. Et puis le côté grand guignol, autant ça fonctionne bien dans Parasite avec un personnage qui décède. Là, je trouve que dans ce film-là, c'est un peu plus cheveux sur la soupe. Mais en vrai, Morgane, de manière générale, et je trouve que ce film l'illustre quelque part. Enfin, classe moyenne ou pas classe moyenne, je sais pas. Il y a de plus en plus en fait de films français ces dernières années qui tentent d'avoir recours au grand guignol. Et j'ai vraiment l'impression qu'on n'y arrive pas en fait en France. On sait pas faire. Problemo s'y arrivait bien. Voilà, mais c'est l'un des seuls. Mais en même temps, c'est un film sur la fin du monde. Donc, ça peut être logique que les personnages s'entretuent. Enfin voilà. C'est ça. Enfin voilà, on va pas trop en raconter. Le film était à la quinzaine et c'est toujours agréable d'avoir une comédie du genre à la quinzaine. C'est ça. Après, ça reste une bonne comédie, ça reste une bonne satire. Pour une comédie sociale, c'est plutôt réussi par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est marrant, c'est pas débile, c'est sérieux et en même temps c'est léger. Enfin, on passe un bon moment devant quand même. Quoi. Les fans de Laurent Lafitte seraient contents parce que le mec il vole la vedette. Il est incroyable. Il est toujours bien dans les salauds. Et on termine avec le chef-d'œuvre du Festival de Cannes. Ça y est, Morgane est méchant. Fury de Mario Martonnet. Non, je rigole, c'était tout sauf un chef-d'œuvre. On s'y attendait. Moi, j'avais très peur parce que Nostalgia, quand je l'avais vu il y a 3 ans ou 2 ans, je sais plus, avec Pier Francesco Favino, qui se passe d'ailleurs dans les quartiers de Naples que j'adore parce que je suis allé 2 fois à Naples et j'adore ce coin-là. Décidément, on saura tout. Enfin, je dis ça, j'étais avec toi aussi. Savoir toute ma vie. Et en fait, c'était une sieste, quoi, le film, on s'ennuyait. Et là, c'est pareil. C'est l'histoire de Goliarda Sapienza. Enfin, en tout cas, l'histoire. Oui. C'est la période qu'elle a vécue en 80, 82. C'est ça. Donc c'est un biopic, mais un biopic en tout cas sur la forme et la tentative. Ça reste un biopic, mais qui s'inscrit dans une période de sa vie, quoi. Comme il y en a beaucoup. C'est ça. Mais l'idée, la tentative, je la trouve louable. C'est-à-dire que au lieu de faire un biopic qui se déroule de la naissance à la mort de la personne à peu ou prou, de choses près, on est dans le biopic qui se concentre sur une certaine période pour tenter de faire, je dirais, tu me diras, enfin Morgane si tu es d'accord avec moi ou pas, mais de faire en sorte qu'on connaisse un peu plus la personnalité de Goliarda Sapienza. Et ses revendications, voilà. Ce qu'elle a représenté, etc. Je vais juste son mettre œuvre aussi un peu. Des éléments de contexte qui ne sont pas dans le film et qui me semblent quand même importants pour un peu comprendre pourquoi aussi on n'a pas forcément aimé le film. Et ce qui nous a forcé à voir le film, tu peux non, dire, mais bien sûr. Julie, voilà. En fait, moi j'ai vu que dans la compétition, avant de venir à Cannes, il y avait Fury de Mario Martonnet et que c'était un film qui parlait de Goliarda Sapienza. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de lire son chef-d'œuvre, son pavé, L'Art de la Joie, qui fait 800 pages, qui traîne dans ma pile à lire depuis au moins 3 ans, sans exagérer. Donc voilà, j'ai commencé à lire, je suis à peu près à la 500e page, je ne l'ai pas fini. Chef-d'œuvre, oui, enfin quand même, c'est un
bouquin, je pense qu'il faut lire une fois dans sa vie. Grâce à l'art de la joie, Goliarda Sapienza, donc l'art de la joie a été publié à titre, je devrais pas dire à titre posthume parce que c'est pas le cas, mais une fois qu'elle est décédée, c'est-à-dire que de son vivant, elle n'a jamais réussi à le faire publier. Donc il a été publié à la louche 20-25 après son écriture. Oui, mais peut-être je me trompe, mais c'est quelque chose comme ça. Il a été écrit à la fin des 70, il a été publié en France en 2005. Voilà, donc c'est à peu près ça, quoi. Parce qu'il n'est pas sorti en Italie. Voilà. Avant. Donc c'est quand même un film, Fiori, qui parle d'une personnalité littéraire italienne, d'une femme, qui est probablement, vu ce qu'elle a écrit, une des plus grandes écrivaines contemporaines de l'Italie du XXe siècle. Et au final, on la connaît pas tant que ça. Et quand je dis Morgane, on la connaît pas tant que ça, je pense qu'en Italie, ils ne la connaissent pas tant que ça. Je serais curieuse de savoir le nombre d'Italiens qui ont lu Goliarda Sapienza. Si ça se trouve, elle a été même plus lue en France. Mais en tout cas, en France, autant je connais des gens qui l'ont lu, autant je suis pas certaine qu'il y a 36 000 personnes qui l'aient lu aussi. Donc tout ça pour dire qu'on va voir un biopic sur quelqu'un qui est finalement pas si connu que ça. On connaît vite fait son livre, on connaît pas la personne. Et le problème dramatique du film, c'est que le biopic n'aide pas du tout à la connaître plus que ça. En fait, le biopic, il s'intéresse, comme je disais en introduction, à une partie de la vie, c'est de Goliarda Sapienza, c'est quand elle était en prison, alors j'ai plus le nom, Ribiba je crois, et qui, parce qu'elle avait volé des bijoux et elle les avait revendus, elle s'était fait griller, elle a vécu peut-être 1 an en prison et elle a rencontré des femmes sur place qui ont impacté sa vie, on va dire, et qui ont eu un impact sur sa vie, parce que impacter c'est de l'anglicisme, et qui du coup à sa sortie, elle a continué à les côtoyer, mais c'est surtout en fin des années 90, elle a écrit un bouquin qui s'appelle L'Università di Rebiba, je crois, c'est ça, oui, et dans lequel elle explique que c'est toute la thèse qui est derrière le film et qu'on comprend pas trop dans le film. Enfin, c'est ça l'échec du film, que en fait en prison, alors certes la prison c'est ce que c'est, on emprisonne les gens, on les opprime. Il y a une solidarité entre femmes, une certaine sororité qui s'opère, et que cette sororité, elle a aussi lieu en dehors de la prison. Et en fait, le film comme ça alterne entre la sororité de ces femmes dans la prison et la sororité en dehors de la prison. Mais le film n'est que ça. Mais c'est surtout, ce que je veux dire, c'est que surtout que la prison a été un espace où qu'elle n'a pas pu revivre ailleurs. C'est une espèce d'espace de bulle de bonheur, mine de rien, malgré la prison, parce que ces femmes pouvaient alors s'aimer, il y a un rapport aussi avec l'amour lesbien, pouvaient être ce qu'elles voulaient, alors dans les contextes de la prison, et que quand elles sortent, en fait, il y a par exemple le personnage qui joue Roberta, qui est important dans le film, puisque c'est à la fois elle joue à la fois le rôle de l'amante et de la fille de Goliarda Sapienza, parce qu'elles ont plus ou moins 25 ans d'écart, ou peut-être 30 ans, et à ce niveau c'est une belle histoire. Enfin, moi je suis assez contente d'avoir vu une romance lesbienne entre 2 femmes avec un grand écart d'âge. Ça on le voit pas souvent, tu vois, mais bon. Et donc le personnage de Roberta, elle est liée à des mouvements militants anarchistes, je suppose. Voilà, c'est jamais trop Goliarda Sapienza c'était aussi le cas, mais là aussi c'est pas très clair dans le film. Mais il y a longtemps aussi, enfin, je veux dire, voilà. Alors en fait elle a toujours été anarchiste, mais là où le film, encore une fois, n'en parle pas très clairement. C'est-à-dire qu'on comprend pas forcément pourquoi elle a volé des bijoux. On comprend pas pourquoi. Pour faire des sous, quoi. Oui, parce qu'elle galère à avoir du pognon, parce qu'elle ça sort pas ses bouquins. Donc, oui, mais en fait, tout le contexte de la manière dont elle a été élevée et tout, tout est expédié. Après, c'est compliqué parce que je critique le film. Enfin, Fiori, pour ce qu'il n'est pas, et bon, ce que j'aime pas trop faire non plus, mais enfin, je pense que le projet... c'est un échec, donc c'est pour ça. Pour moi, c'est un échec parce que, en fait, le projet se concentre beaucoup trop sur le dedans de la prison et l'en dehors, mais au final, sans en dire spécialement grand-chose, parce qu'en fait, pendant 2 heures, Morgane, faut dire ce qu'on enchaîne. On enchaîne des retrouvailles et des disputes entre des femmes, et au bout d'un moment, c'est un petit peu vain quand même. Oui, et juste pour terminer, je veux dire que Roberta, quand elle sort, elle est prise d'un mal, d'une mélancolie, elle commence à prendre de la drogue, de l'héroïne. D'ailleurs, c'est très commun dans les films en ce moment à Cannes, et que du coup, tu sens qu'elle est pas bien, et en fait Goliarda Sapienza, elle voit que c'était l'espace de la prison qui était où on pouvait s'épanouir, et ce n'est pas le cas forcément en extérieur. Mais le film est censé te faire ressentir ça, mais je trouve qu'effectivement, comme tu l'as dit, le film se concentre peut-être trop sur des disputes, des moments de sororité, mais
presque anecdotique Voilà, au c'est ça. final. Et le montage entre les séquences de prison et les séquences du présent, on va dire, donc les flashbacks et les scènes à l'extérieur, est très, ça fait très vieillot, ça fait très téléfilm de la Rai. C'est horrible, mais c'est vrai. Ouais, mais ça fait presque un peu sous naphtaline. Et franchement, je trouve le film, complètement. Pour moi, Complètement raté à ce niveau-là. il passe à côté de son sujet, il Et- passe à côté de ce qu'il veut transmettre, Il y a un pigeon doré qui a failli nous attaquer. Ouais. Et c'est vraiment à la fin, dans le générique de fin, où il y a une séquence d'archives où Golinda Sapienza elle est Et c'est là qu'on interviewée. comprend plus le film, c'est incroyable. quand Interviewée même. par la télé où elle explique en fait sa thèse, et là tu te dis mais en fait c'est là que le film il aurait dû être fait, et pas genre une espèce de mélo sirupeux qui a complètement qui est complètement passé à côté de son sujet, quoi. Enfin moi du coup j'ai détesté le film, je pense que toi aussi Bah, Julie. je comprends. Moi, je détestais, je sais pas, mais je me suis atrocement ennuyée. C'est vraiment le film de la compétition, je dirais, devant lequel je me suis le plus ennuyée. Et donc on milite pour que Mario Martinez ne soit plus en compétition à Cannes. Le pauvre. Non, je rigole, mais j'espère qu'il fera un meilleur film après, Oui. parce que là c'est un peu chaud. Et surtout pour le cinéma italien, parce que le cinéma italien, bon, ça va pas très bien, mais je pense qu'il y a quand même un peu mieux que Mario Bah, Martinez. bien quoi. sûr, c'est ça qui est dommage, c'est que d'en voir ça, en fait, on voit une espèce de surface et je me dis que le cinéma italien mérite mieux. Une surface qui ressemble à de la croûte en fait. Bien sûr. Oh, on a fini avec cet épisode, on reviendra très vite parce qu'on va enchaîner avec l'enregistrement du numéro 8 ou 9, du coup je ne sais plus. Et du coup on se dit à bientôt ou à tout de suite.